Bonjour chers abonnés et web spectateurs, vous regardez Télé Wallissimo, qui est la chaîne qui fait la promotion de l'audiovisuel dans tous les domaines. Parlant du domaine de l'entrepreneuriat singulièrement, Télé Wallissimo diffuse plusieurs émissions économiques dont la présente émission Start Invest, qui est une émission qui s'intéresse particulièrement à l'entrepreneuriat africain ou en Afrique. Surtout ceux des startups et des micro-projets. L'objectif étant de booster la création des jeunes femmes et jeunes hommes. C'est donc tout naturellement que Télé Wallissimo, à travers Startup Invest, organise le débat du jour autour de la question suivante. L'appui de la diaspora est-il décisif pour le financement des micro-projets en Afrique? L'appui de la diaspora est-il décisif pour le financement des micro-projets en Afrique? Tel est le débat que nous engageons ce jour avec les invités que nous allons recevoir sur le plateau dans un moment. Ce thème est une question suscitée par l'organisation à Libreville le 5 au 10 mai 2021 du programme d'appui de la diaspora au financement des micro-projets. Ce programme est mis en place par le Bureau de promotion et de coordination des investissements de la diaspora en Afrique, en abréviation BPCIDA. Le représentant du BPCIDA nous en donnera des détails. Ce programme est soutenu par des Africains de la diaspora installés au Canada. Un membre de cette diaspora est attendu pour nous édifier sur les projets de cette communauté. Cette diaspora avait déjà, il y a quelques années, initié un projet semblable dans le pays frère qui est le Cameroun. Des représentants venus du Cameroun vont également nous partager cette première expérience de soutien des micro-projets dans ce pays. Aussi, afin de connaître les réalités de l'entrepreneuriat jeune au Gabon, nous recevons des jeunes femmes qui ont connu des expériences diverses. Bonjour, je suis Guigui Alé-Charlène, psychologue de profession et également entrepreneur social et commercial. Je suis porteuse de projets dans le domaine de la représentation commerciale. Bonjour, je suis Patrick Demanokana, je suis journaliste de formation et aujourd'hui engagé dans la promotion des projets associatifs et d'affaires en Afrique. Je suis également le promoteur du PGCI, qui est le programme d'appui à la promotion entrepreneuriale jeune et de la citoyenneté responsable. Je suis ici au Gabon parce que nous avons l'opportunité d'accompagner dans le lancement de ce programme d'appui de la diaspora au financement des micro-projets en Afrique. C'est une opportunité que nous voulons saisir parce que le PGCI a vocation justement d'accompagner de manière transversale des projets qui sont initiés, portés, implémentés en Afrique et soutenus par la diaspora. Bonjour, je suis Johanna Baird, juriste fiscaliste de formation et depuis 5 ans maintenant, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat à travers de nombreux projets. J'ai participé à plusieurs opérations de financement et aujourd'hui, je saisis l'opportunité du programme d'appui de la diaspora pour présenter un projet qui, j'espère, sera retenu afin de permettre aux jeunes Gabonais de bénéficier de cette activité. Salut, bonjour. Je m'appelle Franklin Papet, leader communautaire dans la capitale fédérale canadienne. Je fais partie de cette diaspora qui pense fortement que l'Afrique peut se réaliser à travers nous. Je suis entrepreneur, enseignant et aussi je suis dans la santé. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Simplement parce que je pense fortement que nous pouvons travailler avec nos compatriotes et investir dans les micro-projets pour permettre d'avoir cette Afrique qui se réalise et qui rêve grand. Parce que l'avenir, c'est chez nous ici en Afrique. Alors, je suis déjà content d'être là et puis je pense qu'on va avoir une belle soirée. Merci. Bonjour, Sosten Gokila, diplomate de carrière, ancien ambassadeur du Gabon au Canada. Nous sommes ici dans le cadre du Bureau de promotion et de coordination de l'investissement de la diaspora en Afrique, un bureau, une initiative que nous avons mise en place au Canada avec les membres de la diaspora africaine et avec quelques ambassadeurs africains, dans l'objectif de pouvoir impacter la jeunesse africaine dans la création d'entreprises. Et c'est dans ce cadre que nous sommes ici au Gabon pour lancer la première édition de l'appui de la diaspora au financement des micro-projets en Afrique.
Sur le plateau, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de nos invités, notamment Monsieur Franklin Epapé, qui est entrepreneur, homme d'affaires canadien, Madame Ber Joanne, qui est entrepreneur, Monsieur Sosten Gokila, ancien ambassadeur du Gabon au Canada, Madame Guigui, qui est entrepreneur, et Monsieur Patrick, qui est entrepreneur et journaliste. Alors, après votre présentation à l'instant, avez-vous quelque chose à ajouter, Monsieur Franklin? Moi particulièrement non. Je pense que on a fait l'essentiel et on aura un beau tour de table. Merci. Madame Ber? Non, rien de particulier. Monsieur Patrick? Non, juste préciser que c'est une opportunité que nous voulons comme PGC et partenaires développer ici au Gabon. Madame Guigui? Peut-être pour ajouter à ma présentation, dire également que je suis ambassadrice du réseau Femmes Actives du Gabon, coordinatrice de pôle de compétences pour le mentorat des jeunes filles de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, membre expert, psychologue de Femmes Vertueuses d'Éden. Je pense que c'est bon. Monsieur Sosten Gokila? Eh bien, à part ma casquette de diplomate, je suis un formateur, je n'ai pas assez dit cela et je suis spécialisé dans la formation au protocole diplomatique et aussi en formation en administration. D'accord. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi le concept de la diaspora pour vous, Madame Ber? Qu'est-ce qu'on entend par diaspora? Alors, pour être franche, lorsqu'on entend diaspora, pour nous c'est un peu vague parce que c'est plus des expatriés de l'Afrique qui sont installés à l'étranger et qui cherchent un mieux-être. Mais je crois que le programme actuel peut-être nous permettra de mieux nous approprier le symbole même de la diaspora tel que nous le voyons et tel que nous le vivons en Afrique de l'Ouest, parce que je vois que la diaspora là-bas c'est une toute autre conception. Donc pour moi c'était très vague à l'époque, je voyais plus les étrangers, les Africains étrangers de l'Afrique. Mais voilà. Monsieur Franklin nous en dira peut-être un peu plus puisqu'il est membre de la diaspora. Oui, mais comme dit Joanne, si elle permet, c'est vrai que c'est un thème très relatif. Parce que même nous, dans la diaspora, on a souvent ce qu'on appelle la diaspora positive et la diaspora négative. La positive, pour moi, c'est celle qui entreprend des choses, comme moi, qui entreprend des choses pour l'Afrique. Donc nous, d'origine africaine, de tous les pays d'Afrique, donc Cameroun, Gabon, tout ce que ça comprend, qui vivons à l'étranger, dans les pays qui sont de nature pas les nôtres, mais qui nous ont adoptés, qui nous ont donné certaines citoyennetés ou naturalisation, comme on dit souvent. Et puis, à travers ces pays où, entre guillemets, je pense qu'on a quand même réussi, entre guillemets. Et puis, nous pouvons donc revenir dans nos pays de naissance, qu'on appelle souvent nos pays d'origine, aujourd'hui où nous voulons investir. Alors, l'autre diaspora que l'on appelle, pas la diaspora négative, mais celle qui s'implante pour chercher habituellement à changer l'Afrique étant loin, et puis celle qui inquiète la plupart du temps. Donc, juste pour répondre à votre question, que diaspora pour nous, c'est quoi? C'est cette jeunesse-là qui a quitté sa mère patrie pour aller dans une autre patrie où elle a été adoptée, qui revient aujourd'hui pour valoriser sa mère patrie, en fait. D'accord. Monsieur Patrick? Oui, je crois que, comme Franklin l'a dit, nous, ici en Afrique, nous avons eu la chance de travailler justement avec cette diaspora-là, qui est très entreprenante, qui décide beaucoup de choses en Afrique. La plupart des projets sur lesquels nous travaillons, notre équipe et moi, ce sont des projets qui sont généralement impulsés, portés par cette diaspora-là. Et lorsqu'au départ, nous avons compris que l'Union africaine, dans le sommet de Maputo, je crois en 2013, avait décidé de faire de la diaspora la 6e région de l'Union africaine, on a compris qu'il y avait donc un intérêt à travailler corps à corps avec cette diaspora-là. Et vous voyez, c'est généralement des gens qui ont une expertise que nous recherchons ici, qui sont capables de mobiliser des ressources financières. On le voit à travers le transfert de fonds qui se fait de l'étranger vers l'Afrique. On comprend dès lors que
cette diaspora-là, son mot a dit par rapport au choix des stratégies, par rapport à tout ce qui est développement en Afrique. Et pour nous, c'est une opportunité, c'est une chance de travailler avec cette diaspora-là. Madame Guigui. Ok, ce que je pourrais dire par rapport à la diaspora, c'est que c'est un prolongement de la force de travail des habitants d'un pays d'origine qui vont à l'extérieur pour un mieux-être, en vue de venir contribuer au mieux au développement de leur pays d'origine. Monsieur Sostène Gokila, vous étant ancien ambassadeur du Gabon au Canada, est-ce que pouvez-vous dire du concept de la diaspora? Mais bon, déjà, il faut déjà s'accorder sur le fait que chaque personne autour de la table a donné un aspect de la définition de ce que c'est que la diaspora. Je vais simplement insister sur un certain nombre de choses. La première chose est un peu la confusion que l'on fait lorsque l'on dit qu'on a une diaspora à l'étranger et que l'on compte, par exemple, les étudiants qui sont temporaires. Ça, ce sont les citoyens de l'État. C'est vrai que de manière générale, ils sont à la diaspora parce qu'ils sont à l'extérieur. Mais ces étudiants ou nous, les diplomates, quand nous sommes à l'extérieur, nous ne sommes pas de la diaspora en tant que telle, parce que nous sommes rattachés toujours à notre pays par le fait de l'extraterritorialité. Et donc, en ce qui me concerne, la diaspora, c'est les citoyens d'un État qui vivent dans un autre État, qui y vivent pas de manière temporaire, mais qui y vivent plus ou moins de longue durée, dans le sens, généralement les gens qui ont ce que l'on appelle les cartes de séjour de longue durée, ainsi de suite, ou les personnes qui travaillent là-bas, ou encore les gens qui ont la nationalité de l'État qui les accueille, mais qui sont originaires d'un pays africain. Donc c'est ce monde-là que j'appelle la diaspora, et parce que ce sont ces personnes-là qui contribuent ou qui peuvent contribuer au développement de leur pays d'origine. Donc la diaspora pour moi a un côté dynamique qui est celui de pouvoir en même temps faire fonctionner l'économie du pays dans lequel ils sont, mais également faire fonctionner l'économie du pays d'où ils viennent. Donc, en résumé, on va dire quelqu'un qui fait partie de la diaspora, c'est pas quelqu'un qui va dans un pays de façon temporaire, mais qui va dans un pays s'installer, un peu comme M. Franklin, qui est déjà canadien, donc il est considéré comme étant membre de la diaspora. Exactement. M. Franklin et moi, on était au Canada. Lui, il est membre de la diaspora. Moi, je suis gabonais. Ok, nous avons constaté dans le programme du BPCIDA, qui est soutenu par les Africains de la diaspora installés au Canada. Est-ce que vous comptez élargir cette diaspora? Est-ce que vous n'allez travailler qu'avec les membres de la diaspora africaine qui ne sont qu'au Canada, ou vous comptez par exemple travailler avec des membres de la diaspora qui sont peut-être dans d'autres pays, aux États-Unis par exemple, en Europe? Est-ce que vous allez juste vous limiter avec les membres de la diaspora du Canada? Mais le principe, d'ailleurs, le nom du bureau, c'est le bureau pour la promotion et la coordination de l'investissement de la diaspora en Afrique. Les précisions sont importantes. C'est vrai que nous l'avons mis en place. L'idée est venue des membres de la diaspora installés au Canada qui ont profité un peu du fait que l'ambassadeur du Gabon, que j'étais à ce moment-là, les bousculait un peu plus pour qu'ils puissent contribuer au développement de l'Afrique. Mais l'idée est de faire en sorte que toute la diaspora africaine qui se sent à mesure de pouvoir impacter, de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique, peu importe le pays, puisse s'insérer dans le cadre de ce bureau. Je profite de l'occasion pour dire que le BPCIDA, le siège social est en train d'être installé à Dakar au Sénégal, et le Gabon, c'est le bureau sous-régional de l'Afrique centrale. Et ensuite, avec l'évolution de ce bureau, nous installerons ces bureaux dans les autres zones sous-régions africaines. Monsieur Franklin, on sait que vous êtes un homme d'affaires, un entrepreneur, donc ce genre de programme, ce genre d'initiative, notamment financer des micro-projets, vous l'avez déjà fait au Cameroun. Est-ce que, ce programme a été porteur? Est-ce que vous avez eu de bons retours? Est-ce que vous avez réussi à financer beaucoup de projets qui aujourd'hui sont porteurs? Oui, bien sûr. Je vais toujours commencer par le fait que l'intention est toujours bonne, mais les réalités sur le terrain africain sont toujours
pas très facile. On a eu des projets qui ont marché, on a aussi pas beaucoup, mais on a aussi quelques échecs. Parce que l'un des premiers projets dans lequel je m'investis personnellement à travers le PGCIR a été un échec. Et on a appris de cela parce que ça nous a permis de financer d'autres projets qui marchent assez bien aujourd'hui. Donc je vais m'appesantir un peu sur la question que vous avez posée à M. Gokila tout à l'heure, parce qu'en fait, on a un groupe qui s'appelle ADN, African Development Network, qui réunit un peu la diaspora de 56 pays africains. Et puis on est réunis à travers une table où on communique, où on a des leaders communautaires. Donc ça fait part, ça démontre en fait cet appui que nous allons apporter au cabinet, au PGC et au projet de microfinance. Mais on n'est pas seulement limite au Canada, mais sur toute l'étendue des pays qui sont considérés comme ceux qui ne sont pas du tiers monde, donc, du Japon, en Australie, à la France, au Canada et aux États-Unis. Déjà, au Gabon, des informations que j'ai pu avoir, ce genre de programmes ont déjà auparavant été initiés au Gabon. Madame Baird, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en tant qu'entrepreneur? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de participer à ce genre d'événement? Si oui, est-ce que ça a marché? Sinon, pourquoi ça n'aurait pas marché d'après vous? Déjà, il faut dire qu'au Gabon, l'entrepreneuriat est devenu comme une mode, ce qui ne doit pas l'être. Entreprendre, ce n'est pas une mode. Entreprendre, c'est un style de vie. Entreprendre, c'est un choix de vie et c'est au quotidien que ça se définit. On ne devient pas entrepreneur parce qu'on a vu les autres faire. Donc, lorsque des programmes ont été lancés, plusieurs jeunes se sont rués sur ces programmes parce qu'ils avaient des besoins qu'ils voulaient combler, parce que le chômage est dans sa courbe ascendante au Gabon. Et donc, ils se sont dit, en me lançant dans l'entrepreneuriat, je pourrais facilement m'en sortir. Et donc, ce financement me permettra de répondre à ce besoin-là. Ce qui n'est pas forcément ce qu'il fallait faire. À côté de cela, il y a l'accompagnement derrière. On n'accompagne pas, on ne finance pas un projet à quelqu'un qui ne sait pas comment gérer son entreprise. Il faut pouvoir l'accompagner depuis l'apport de financement jusqu'à la croissance de l'entreprise. Une entreprise qui n'est pas stable, vous lui avez donné de l'argent, elle ne va pas être pérenne. Et malheureusement, ces erreurs sont légion. Particulièrement, j'ai participé à des programmes où nous étions au départ 600 pour finir à 17 sélectionnés. Et puis, au finish, il y en a que 6 qui sortent du lot, et même ces 6 ne réussissent pas forcément à avoir les financements. Donc, ce n'est pas toujours tous les programmes qui aboutissent, tous les programmes qui sont compris, et tous les programmes qui portent du fruit. Parce que les gens, on a bien de la volonté. Oui. Personnellement, j'ai lancé mon projet sans attendre le programme finalement, mais je l'ai lancé avec mes propres moyens. Or, tout investisseur sait qu'il n'est pas prudent d'investir avec ses propres moyens. Madame Guigui, vous êtes également entrepreneur. Est-ce que vous avez eu une expérience similaire à celle de Madame Baird? Expérience similaire, non, parce que justement, je me suis auto-financée toute seule. C'est vrai qu'ici au Gabon, il y a des programmes qui ont été conçus pour aider justement des jeunes entrepreneurs à pouvoir se lancer. Mais le véritable problème se pose au niveau d'abord de la motivation et de l'ambition des gens. Est-ce qu'on veut fuir à la réalité du chômage et ensuite on va entreprendre, ou bien est-ce qu'on veut répondre à un besoin spécifique dans notre milieu donné? Et je pense que ça a vraiment été sinon c'est vraiment le problème primordial. Il y a des jeunes qui veulent entreprendre, oui, mais est-ce qu'ils ont cette motivation, est-ce qu'ils ont cette foule, est-ce qu'ils ont l'âme d'un entrepreneur pour se dire que bon, au cas où mon activité ne marcherait pas bien ou bien piétinerait, est-ce que je continue à avoir cette même constance? Et malheureusement, les financements qui ont été proposés, du moins, on veut juste financer, on vous donne un financement, allez-y entreprendre. Mais il n'y a pas d'accompagnement. Est-ce qu'on accompagne réellement ces jeunes gens, ces entrepreneurs qui veulent oser faire quelque chose? Et je pense que c'est vraiment le noyau même du problème, parce que bon, on leur donne des financements, ils sont un peu comme abandonnés à eux-mêmes. Et après, on constate ce qu'on constate. Donc les échecs pour certains. Et pour d'autres, ils réussissent quand même. Mais
Dans le long terme, comme l'a dit Madame Baird, c'est 6 000 personnes, c'est 1 000 jeunes qui veulent entreprendre, au finish, on en prend que 10. D'accord. Monsieur Patrick Kana, vous êtes un entrepreneur et également promoteur des projets associatifs. Vous travaillez avec monsieur Franklin et Papé au Cameroun. Vous suivez également des projets mis en place. D'après vous, quelle est la différence en fait entre le fait qu'au Gabon, par exemple, les projets n'aboutissent pas et que vous, au Cameroun, vous arrivez peut-être à mieux les gérer? Bon, je crois qu'il a dit justement, je ne veux pas dire que tous les projets que nous avons initiés sont aujourd'hui des amis de réussite. Il a effectivement noté qu'on a aussi eu dans le parcours des projets qui n'ont pas marché. Moi, je préfère appeler ça des défaites temporaires parce qu'on apprend toujours de ce genre de difficultés-là. Donc, je ne peux pas dire que globalement, tout ce qu'on a repris marche. Tout le monde l'a dit ici sur le plateau. Il faut bien qu'on comprenne que dans l'entrepreneuriat, il y a l'incubation des projets qui est important, mais il faut aussi incuber le porteur de projet. Tout se passe au niveau de l'attitude. Parce que les gens arrivent, ils croient que l'entrepreneuriat doit toujours être subi. Parce qu'en fait, on subit l'entrepreneuriat généralement parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Et donc, on a l'impression que c'est là la porte qu'il faut casser le problème. Donc, il y a donc une dimension qui est très importante. On doit s'engager parce qu'on a développé le mindset de l'entrepreneur. Et ça n'a rien à voir avec le mindset de l'employé. C'est deux choses complètement différentes. Moi, j'ai vu comment j'ai une expérience d'employé, j'ai aussi une expérience d'entrepreneur, ça peut le dire. Donc, c'est deux conceptions de la vie complètement différentes. Donc, il faut donc qu'on travaille, au-delà de donner de l'argent aux jeunes, pour travailler également sur l'homme, sur l'individu. Il faut incuber le porteur de projet. Nous avons la chance aujourd'hui, comme je suis, qui est un programme qui est intégré à une association qui s'appelle IDEAFRIQUE. Nous avons la chance de travailler avec un projet d'incubateur d'entreprise à Douala. J'ai la chance que le promoteur nous a fait confiance pour accompagner la mise en place de cet incubateur qui s'appelle IUC Incubateur parce qu'il est porté par l'Institut de la Côte de Douala. Donc nous avons travaillé dans un premier temps à développer les outils de base qu'il faut pour l'incubateur. Et ça intègre donc justement cette dimension que je dis, profit de l'incubateur. Donc, je crois que c'est important pour qu'un projet comme celui qui est en train de lycée au Gabon marche justement. Donc, on tient compte de cette dimension-là, elle est très importante. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'entrepreneur, quand on s'engage dans cette voie-là, il faut toujours tenir compte de ce qu'il y a des projets qui peuvent réussir et ceux qui vont prendre certainement du temps parce que justement, les porteurs ne sont pas encore prêts à aller jusqu'au bout. Ils ont la vision, ils ont, mais il faut également qu'ils sachent qu'il y a désormais un nouveau processus qu'ils portent, c'est celui d'entrepreneur, qui n'a rien à voir avec un chercheur ou un porteur de projet, tout simplement. D'accord, mais peut-être aussi définir d'abord ce qu'on entend par micro-projet. Parce que généralement, quand on dit qu'il y a un investissement de projet, les personnes entendent projet mais n'entendent pas micro-projet. Est-ce qu'on peut d'abord définir ce qu'on entend par micro-projet, M. Sesté? Moi, je ne suis pas un entrepreneur en tant que tel, mais je pense que c'est une catégorisation qui est liée à la taille du projet en tant que tel et peut-être aux moyens de financement qui sont sollicités. Donc ils disent micro-projet en termes micro-projet, micro-entrepreneur, micro-entreprise par rapport à la taille et par rapport au niveau de financement de cette entreprise-là. C'est-à-dire, certainement comme dans le programme que nous mettons en place, on va dans un financement de 1 à 10 millions maximum pour certainement ne pas parler des entreprises qui vont demander des financements de 50 millions, 200 millions, ainsi de suite. Et il y a cet aspect qui peut signifier micro-projet. Mais aussi, et c'est cet aspect qui m'intéresse, le fait que ce soit de proximité. C'est-à-dire que ce soit des projets de proximité, la dame ou le monsieur qui va faire ses beignets dans la rue, c'est plus un micro-projet qu'une grosse entreprise qui va industrialiser son secteur d'activité. Mais permettez que je revienne un peu sur ce que Madame Baird et les autres ont dit ici. J'ai entendu Madame Baird parler de l'entrepreneuriat en tant que mode. C'est très important, à mon avis, ce qu'elle dit, que si chez nous, nous prenons l'entrepreneuriat comme étant une mode. C'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive. Aujourd'hui, on porte
le destroy. J'aime bien regarder les jeunes porter ça et puis demain on va porter. Donc c'est la mode. C'est la mode. Et si on parle de mode, ça veut dire qu'il n'y a pas de culture. Il n'y a pas de culture intrinsèque à cela. Donc si l'entrepreneuriat n'est pas une culture, ça veut dire qu'on ne va pas réussir tout ce que l'on veut faire. Je vais prendre par exemple le Canada d'où je reviens. Au Québec, par exemple, ils ont un programme à l'école primaire où à partir de 5 ans, on commence à initier l'enfant au milieu de l'entrepreneuriat. À 5 ans à l'école primaire. Donc, on essaie d'élever, de faire grandir l'enfant avec l'idée qu'il peut produire lui-même. Donc, imaginez cet enfant quand il sera à l'université et imaginez quand il part, quand il se retrouve sur le milieu du travail, il ne va pas chercher du travail. Donc, il a été cultivé pour entreprendre. Et je pense que ce sont des choses, bon, d'ailleurs, on avait transmis ce dossier dans les activités diplomatiques, on avait transmis un peu ce modèle à notre pays pour voir si ça pouvait intéresser. Mais je trouve ça intéressant parce que là, vous donnez une culture. Donc pour lui, pour cet enfant, quand il aura 18 ans, 20 ans, ce ne sera pas une mode d'entreprendre, ce sera une culture. Il deviendra comme M. Franklin, qui est en même temps homme d'affaires, entrepreneur, promoteur, producteur. Monsieur Franklin, pour revenir sur ce que Monsieur Ngokila disait par rapport aux micro-projets, on a des micro-projets, on peut aussi parler de micro-entrepreneurs. Oui, on peut parler de micro-entrepreneurs si on veut, dépendamment de, je pense, du budget qui est alloué pour le projet en question. Je vais simplement enchérir, parce que c'est vrai aujourd'hui, tout le monde veut être entrepreneur. Et c'est très facile avec les médias sociaux. Un mec se réveille ce matin, il devient le super coaching. Et quand tu regardes son background, tu cherches, mais ok, entrepreneur, c'est quoi son entreprise? Il n'y en a pas. Mais celui qui coach quand même des jeunes et tout le monde paye que le gars les coach. I'm just sometimes like, qu'est-ce qui se passe? C'est simplement parce que ça entre dans un modèle de mode. Tout le monde veut être entrepreneur. Non, c'est un peu plus complexe que ça. Ce qu'on oublie ou dit aux gens, c'est que c'est très difficile. Mon premier business de Louvre en 2002, c'est un bar à la ville de Yaoundé. Et c'est de là où j'apprends c'est quoi souhaiter et vouloir être un entrepreneur. Mais je l'ouvre parce que j'ai eu un peu de cash. Et je me dis peut-être je vais fructifier mon cash. Après, ça marche un peu. Après, c'est un échec. Et on apprend à partir de ça. Donc c'est complexe, c'est très complexe et c'est difficile. Pour revenir au micro-projet, pourquoi est-ce que nous on pense au micro-projet? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, et on l'a vu avec nos entretiens et tout, qui ont des projets qui ne demandent pas un gros montant en fait, mais qui demandent juste ce que je peux appeler entre guillemets un moyen de stabilisation. Mais où je partage le point avec tout le monde, c'est le suivi. Il ne suffit pas de donner 1 million de francs CFA à un jeune. Il va les claquer demain. Il va les claquer demain de la plus mauvaise des façons. Il va dire que bon, on m'a donné 1 million, peut-être mon projet n'a même pas besoin de 1 million en question. Je commence à... Non, on a besoin, comme tout le monde est en train de dire, d'un suivi systématique. Et c'est là la priorité parce qu'en fait, parfois, on peut avoir des opportunités, mais on n'est pas guidé en fait dans ce qu'on veut faire. Simplement parce qu'on a vu un ami faire ou on a une idée. Et on a vu un ami faire des beignets, on se dit, mais il est fait, ça marche, peut-être je vais aussi les faire. Mais ça ne marche complètement pas parce qu'on n'avait pas le mindset. On n'était pas préparé à faire ce business-là. Donc, nous, on est vraiment dans tout ce qui est micro-projet parce qu'on a une stratégie qui est simple. On ne va pas seulement accompagner les jeunes, mais on va être dans leur business. On va avoir les parts dans leur business. Vous serez actionnaire. On va être actionnaire dans le business et on va les accompagner à travers le cabinet pour réaliser ce business-là. Donc, s'il y a l'échec, c'est l'échec collectif. Oui. C'est simplement pas l'échec des jeux. Donc on ne pourra plus dorénavant dire que mais les entrepreneurs en herbe, ils n'ont pas marché. Non, ils n'ont simplement pas marché parce qu'on a voulu les accompagner et on a été aussi un échec avec eux. Donc on a appris de cela en fait. Je parlais de notre activité où j'ai mis de ma personne, j'ai mis de mon temps, j'ai réuni les gens de la diaspora. On a financé un business à hauteur de 6 à 7 millions qui a été un échec complet. Oui, ça a été un échec, mais on a appris de ça. Mais on a pu investir sur d'autres petits projets qui marchent sur aujourd'hui. Donc c'est très complexe. Mais pour atterrir, je vais vous dire quelque chose. Quand c'est les micro-projets,
l'échec est plus gérable. On peut perdre 7 millions de francs CFA, on va comprendre. Mais quand on m'a dit à des grands acteurs sur le tarmac et après on perd 60 millions, ça devient un peu plus complexe. Donc c'est un peu ça. Madame Bigui, vous aurez peut-être, quand vous avez commencé à entreprendre, avoir ce genre de, on va dire, de mentor, c'est-à-dire vous investissez et puis on vous apprend comment gérer, comment devenir un entrepreneur en fait. Au lieu de simplement vous lancer, comment vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Bon, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat comme on va dire un cheveu dans la soupe. Parce que au départ, j'étais même à l'étranger, donc une entreprise m'appelle pour dire qu'on a besoin d'un psychologue. Mais en tant que prestataire, je fais mes valises, au bout de 10 jours, j'arrive au Gabon, ben, l'aventure commence. Aucun mentoring, rien. Je ne sais pas où se trouve l'MPI, je ne connais pas les pièces qu'il faut constituer, je ne sais pas dans quel statut juridique je dois m'inscrire, même le nom du cabinet. Ça a été un terrible. Mais en même temps, ce désir a commencé de naître. De dire qu'effectivement, je suis dans une profession libérale, mais pourquoi pas? Et donc le parcours a commencé jusqu'à aujourd'hui, ça s'est poursuivi. Donc c'est pour dire combien de fois aujourd'hui il y a des jeunes qui ont cette possibilité, qui ont cette chance de se faire accompagner, d'où ce programme, ce genre de programme qui accompagne les entrepreneurs. En tant qu'entrepreneur que je suis, je n'ai pas eu d'accompagnement. J'ai vraiment pas eu d'accompagnement, je me suis débrouillée comme on dit, comme j'ai pu. Aujourd'hui ça fait 4 ans, ça a été difficile, mais on tient la route. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire des promotions sur leurs activités, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook Télé Wallissimo et n'oubliez pas de partager, liker et de commenter pour agrandir la communauté de Télé Wallissimo. Au revoir.